En 1933, Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Le régime nazi fait très vite de la déportation un élément essentiel de sa répression politique contre ses ennemis et instaure aussi un contrôle de la société. Très vite, une politique d'extermination raciale va être aussi au cœur de ses préoccupations. L'exclusion de la société de ces éléments dits nuisibles pour le régime nazi, ainsi que la déportation vers des lieux de concentration et de mise à mort, devient un système généralisé au service de la politique du Troisième Reich. La déportation devient donc un fait important de la Seconde Guerre mondiale en France et en Europe, avec les nombreuses victoires militaires de l'Allemagne dans les premiers temps du conflit. Face à cela, des hommes et des femmes se sont élevés et ont combattu cette politique. Résister à la déportation est un combat qui prendra divers visages face aux répressions raciales et politiques qui touchent de multiples fractions de la société. On peut signaler les initiatives individuelles, mais aussi les formes d'organisation plus structurées afin de prévenir des rafles et organiser ainsi des sauvetages des populations visées par le régime nazi. Ces attitudes de refus et de combat de cette politique discriminatoire se retrouvent aussi dans la résistance en déportation au sein des univers concentrationnaires. C'est ainsi que nous avons décidé de mettre en lumière 3 portraits de résistants dans cette période mouvementée. Nous évoquerons donc l'histoire du réseau d'évasion Shelburne, un exemple de sauvetage d'aviateurs britanniques en Bretagne, mais aussi le combat de Lucie Aubrac, en zone libre, pour s'opposer à la déportation politique des nombreux résistants au régime de Vichy et à celui de l'Allemagne nazie. Enfin, nous parlerons d'Alma Rosé, violoniste de renom internée à Auschwitz parce que juive, qui a tenté de s'opposer à la politique d'asservissement mise en place dans ce fameux camp de la mort. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, plus de 10 000 avions des troupes alliées tombent sur le sol français, abattus par les forces de l'Axe. De 1943 à 1944, le réseau Shelburne est mis en place par les Alliés, aidés par la résistance française, commandé ici par l'agent de police français Paul Copinchy travaillant pour les services secrets britanniques, afin d'évacuer les aviateurs vers l'Angleterre et d'éviter de tomber aux mains des troupes allemandes. De janvier à août 1944, il a permis ainsi à 135 aviateurs alliés tombés sur les sols français et belges de regagner l'Angleterre et de reprendre le combat. C'est dans ce coin de Bretagne, près de Ploie, dans les Côtes du Nord à l'époque, que Marie-Thérèse Le Calvez, résistante depuis les premiers jours de l'occupation, va mettre son courage au service de la liberté, en participant à toute la mise en place et à l'organisation de ce réseau d'évasion de soldats tombés sur le sol français. La résistance face à la déportation se voit ici dans la volonté d'un petit groupe de personnes déterminées de sauver des militaires des forces alliées des griffes de l'occupant. Quelque part dans un coin de la France, en Bretagne, dans le département des Côtes du Nord, à proximité de la localité de Ploie. Monsieur Copinchy ? Lui-même. Je vous ai reconnu avec le journal de Paris sous le bras. On m'avait prévenu de votre venue, de votre signe de reconnaissance. Il est vrai que peu de personnes seront initiées avec la presse parisienne en leur possession. Vous êtes venu pour me parler de l'organisation du réseau ? C'est exact. Nous avons réfléchi à un moyen pour sauver les aviateurs britanniques abattus en France et les faire retourner le plus vite possible en Angleterre. Nous pensons que les exfiltrer de nuit par voie maritime est la meilleure option et la plus sûre. Nous avons besoin de vous pour trouver des planques et des marins sûrs, sur lesquels nous pouvons compter pour mener à bien ces opérations. Mais il faut des heures pour aller en Angleterre en bateau. Pourquoi pas par les airs? De plus, il y a de nombreuses patrouilles allemandes le long de nos côtes. Ne serait-ce quand même pas extrêmement dangereux? Certes, toute opération en temps de guerre comporte des risques. Nous avons cependant tout préparé pour que cela soit sans grand problème. Premièrement, nous devrons partir de nuit, afin de rester le plus discret possible et ainsi déjouer la surveillance des soldats allemands qui gardent nos côtes. De plus, les aviateurs en attente seront cachés dans le jardin de la maison d'Alphonse, tout proche du lieu d'embarquement, à savoir proche de la plage Bonaparte, sur la commune de Ploie. Nous l'avons déjà contacté. Nous avons vérifié sa fiabilité. Nous lui faisons confiance. Quand tout sera prêt, nous partirons de celle-ci vers la côte à l'endroit précis du rendez-vous avec l'équipe chargée du voyage. Pour que tout se déroule correctement, vous devrez commencer à trouver de nombreuses personnes pour mettre à bien ce plan. Il nous faut des personnes de grande confiance, qui connaissent très bien la région et leurs habitants, afin de ne pas éveiller des soupçons au sein des personnes malveillantes, qui sont malheureusement nombreuses et qui seront contents de nous balancer aux Allemands pour une bouchée de pain. Bien, je vais m'y atteler dès maintenant. Commencez déjà par recruter des personnes proches des lieux d'exfiltration, ce sera déjà plus simple.
Madame Marie-Thérèse Le Calvez, je vous demande de m'accompagner dans le projet d'évasion de soldats britanniques abattus sur le sol français. Cette opération aura pour nom de code Shelburne. Pour cela, vous devrez couper tout contact avec vos proches ainsi que vous faire discrète dans la région. J'accepte, quitte à restreindre mes contacts avec ma famille et mon entourage. Bien, cela sera pour vous protéger et pour protéger vos proches. André, je suis navrée de te dire que toi et moi, malheureusement, on ne pourra plus continuer. Je dois prendre mes distances avec toi. Quoi? Mais pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? T'ai-je déplu ou dit des mots offensifs? Non, tu n'as rien fait de tel. C'est difficile de t'expliquer cette décision radicale. Je ne peux pas t'en parler pour le moment, mais j'espère qu'on pourra se reparler bientôt et que tout ça sera vite terminé. Si tel est ton choix, je ne peux m'y opposer, mais je ne comprends pas. Venez, dépêchons. Ok, man. Silence! Il faut se dépêcher, il y a une augmentation de patrouilles dans le secteur. Et je n'aime pas ça. Il faudra en parler à Londres et à nos chefs de réseau. What? Il faut se speeder. Il y a one augmentation des patrols in the sector. Do you understand? Ok, man. Vous continuez tout droit et vous trouverez une ferme en contrebas. Quelqu'un vous y attendra. Ok. Bonjour. Je sais que ça doit te faire étrange de me voir si soudainement après tout ce temps passé sans moi. Cependant, ma mission est terminée. Je suis désolée de t'avoir infligé tout ça, mais je n'avais pas vraiment le choix. Marie-Thérèse, je ne pensais pas te revoir vivante. Encore aujourd'hui, je pense encore à cette mission dont tu m'avais parlé. Je t'en prie, rentre. Merci beaucoup. Éloignons-nous maintenant des côtes bretonnes. Dirigeons-nous vers la région lyonnaise, où les troupes d'occupation font la traque à toute forme d'opposition et de résistance à l'encontre de l'ordre imposé par les nazis. Lyon est, durant toute la Seconde Guerre mondiale, une des villes en France où se sont développés des mouvements puissants de résistance à la politique collaboratrice du gouvernement du maréchal Pétain à Vichy, ainsi qu'aux mesures imposées par les nazis. À partir de novembre 1942, les Allemands occupent la zone sud de la France et donc la région de Lyon. Les résistants qui s'y trouvent sont alors pourchassés par la Gestapo, mais aussi par la milice française aux ordres de Vichy. Un premier coup dur frappe le mouvement de résistance Libération Sud le 15 mars 1943. Avec l'arrestation par la police lyonnaise d'un agent de liaison inexpérimenté qui entraîne celle de 9 autres personnes, dont Raymond Braque, ce dernier avait été chargé à l'été 1942 de diriger la branche paramilitaire du mouvement, c'est-à-dire de former des groupes francs, sorte de commandos qui constituent les bras armés du mouvement. Catherine, alias Lucie Aubrac dans la clandestinité, professeure d'histoire à Lyon, n'a de cesse de monter des coups pour libérer ses camarades avec l'aide des groupes francs, nouvellement formés et surtout tenter de libérer son mari, le fameux chef du mouvement, à savoir Raymond Aubrac. Elle se rend directement chez le procureur qui a l'affaire en charge. Elle se présente comme une envoyée des services gaullistes et le menace de mort si François Vallet, c'est le nom d'emprunt sur lequel Raymond a été arrêté, n'est pas libéré. Cette intimidation osée réussit. Raymond Aubrac est mis en liberté provisoire entre le 10 et le 12 mai. Le 24 mai, Lucie organise, avec la participation de son mari, l'évasion de l'hôpital des amis de Raymond qui, eux, n'avaient pas été mis en liberté provisoire. Il leur avait d'abord procuré des médicaments pour les rendre malades afin qu'ils soient transférés à l'hôpital de l'Anquillaise à Lyon, où il était plus facile d'organiser l'évasion.
Maintenant que Raymond et 9 autres de nos camarades sont arrêtés et attendent leur sort dans les geôles crasseuses de la milice de Vichy, il me faudra votre aide pour les aider à se libérer. Comptons-nous évidemment. Mais il faudra recruter des hommes sûrs pour réussir notre mission. Oui, c'est certain. Il faut les sélectionner parmi les hommes les plus entraînés à ce type d'opération dans le réseau. Ça ne sera pas aisé. Dans le réseau, il y a plus de colleurs d'affiches et d'imprimeurs de nos journaux que de guerriers. La priorité aujourd'hui, c'est la lutte armée. Il faut sortir Raymond et nos compagnons de ce guêpier. Je comprends, mais il faut être prudent pour ne pas mettre en péril tout le réseau. Il faut que vous transmettiez un message à Londres de toute urgence. Mais c'est pas possible. Il faudrait trouver un endroit sûr pour émettre. Et puis de toute façon, il faudrait envoyer un message avant 15h, sinon personne ne sera là pour l'écouter. C'est la procédure. Est-ce qu'on peut l'émettre aujourd'hui, oui ou non? Oui, bien sûr, mais il faudrait pas... Prends la radio et monte dans la voiture. C'est bon, on est arrivé. C'est un lieu sûr. Il n'est connu que de nous et les Allemands ne le soupçonnent même pas comme étant une de nos planques. Cependant, il faut se dépêcher, sinon le message ne sera jamais délivré à l'heure. Mais pourquoi mettre le signal ici, juste à côté de la commandanture? Parce que si on les met d'ici, les Fauquemberg pensent que les ondes proviennent de la commandanture. Les Funk... quoi? C'est le contre-espionnage allemand qui surveille les ondes radio. Lucie Aubrac, souhaitant libérer son mari arrêté par la milice française aux ordres de Vichy, alla voir le procureur en charge de l'affaire et lui tient ce discours assez osé sur un ton très menaçant. « Je suis une envoyée du général de Gaulle et je vous ordonne de libérer François Vallet, nom d'emprunt dans la résistance de Raymond Aubrac, sous peine de vous faire tuer par la résistance locale. » Le procureur, interloqué par tant de détermination et de conviction, lui accorda la libération provisoire de Raymond Aubrac, alias François Vallet. Quelques mois plus tard, Raymond Aubrac se fait de nouveau arrêter, mais cette fois-ci par la Gestapo, la police politique secrète du Troisième Reich, avec à ses côtés quelques hautes figures de la résistance, dont notamment un certain Jean Moulin, alias Max, le représentant du général de Gaulle en France, chargé d'unifier tous les réseaux de résistance. Raymond Aubrac est alors emprisonné dans la prison de Montluc, dans le 3e arrondissement de Lyon. Lucie. Ça va? Tu es blessée? C'est rien, va retrouver vite avec les boches nord-afrique. À présent, quittons la France. Allons voir ce qui se passe dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, occupé pendant la guerre par les Allemands. C'est dans cette région que les nazis déporteront juifs et tziganes par dizaines de milliers dans le cadre de la solution finale, nom de code utilisé par le Troisième Reich pour évoquer leur politique d'extermination des populations considérées à leurs yeux comme inférieures et nuisibles à la race aryenne. En juillet 1943, Alma Rosé, une célèbre violoniste autrichienne avant-guerre, est arrêtée et déportée au camp d'Auschwitz. Elle y est rapidement nommée Capo, responsable du bloc Musik, c'est-à-dire de l'orchestre mis en place par les nazis dans ce camp et composé de prisonnières. Elle sera chargée entre autres d'accompagner en musique la mise en place des commandos de déportés avant leur départ pour le travail, le matin, après l'appel, ainsi qu'à leur retour le soir. L'orchestre est également chargé de jouer pour distraire les SS à l'occasion de leurs anniversaires ou de fêtes privées. Le rôle de chef d'orchestre confère à Alma le titre de capo, ce qui lui permet d'obtenir certains privilèges pour les membres de son ensemble musical, notamment des rations alimentaires supplémentaires et la dispense d'affectation dans les commandos extérieurs à l'orchestre. Elle se voit donc confier une mission difficile dans cet univers concentrationnaire, rehausser le niveau de l'orchestre féminin. Pour l'accomplir et ainsi sauver la vie de ses filles, Alma est prête à tout, même à l'impossible. Résister à la déportation, même au sein de l'enfer concentrationnaire nazi, est visible ici dans le combat d'Alma Rosé, qui va s'opposer aux tentatives de déshumanisation des personnes considérées par les nazis comme indésirables et nuisibles. Numéro 50 381, dehors, Schnell! Vous étiez violoniste avant, non? Oui, pourquoi? Les SS souhaitent monter un orchestre féminin ici pour le camp. Notre gardienne en chef, Maria Mendel, va charger de te trouver.
Il nous faut une chef d'orchestre. Vous êtes la seule personne présente ici qui dispose d'un talent pour le récupérer. Il faut que vous trouviez d'autres musiciennes pour le composer. Nous nous chargeons des instruments récupérés à l'entrepôt où sont stockés tous les effets personnels des déportés. Bien sûr, ce n'est pas une proposition négociable, mais bel et bien un ordre. Je comprends. Le docteur Mengele est un grand mélomane et ne supportera aucune fausse note. Alma a trouvé d'autres musiciennes, dont Lili Maté, violoniste autrichienne comme Alma. Elle dispose de quelques avantages dans cet univers concentrationnaire infernal comme des draps propres, la possibilité d'avoir une douche par semaine et d'obtenir des rations alimentaires supplémentaires pour elle et surtout pour ses filles, qu'elle va s'efforcer le plus possible de les épargner pour qu'elles puissent survivre le plus longtemps possible dans cet enfer. Les filles, je vous ai choisi pour jouer dans mon orchestre. Même si vous n'avez pas ou très peu d'expérience et de connaissances pour jouer devant un public, je serai là pour vous aider. Si vous restez avec nous, vous pourrez jouir des avantages. Ce ne sera pas un grand luxe, mais ici, le moindre petit bout de chocolat est un trésor tant convoité. Notre devoir sera d'accompagner en musique les commandos, au début de leur journée de travail et à la fin de celle-ci. Grâce à ce poste, vous bénéficierez de draps propres, d'une douche par semaine et de rations de nourriture supplémentaires. Mais imaginons juste que la capo ou les commandos se rendent compte de notre niveau, qui d'ailleurs ne correspond sûrement pas à leurs attentes. Que vont-ils nous dire ou que vont-ils nous faire? Ne t'inquiète pas pour ça. Pendant la représentation de l'orchestre, vous serez des musiciens peu exposés et aurez un rôle mineur. Dans l'ensemble des pays sous leur domination, les Allemands, durant la Seconde Guerre mondiale, ont utilisé la déportation vers des lieux d'enfermement et d'anéantissement comme mesure de répression. Le risque d'être déporté à la suite d'une arrestation pèse sur l'ensemble des personnes considérées par les nazis comme des ennemis du Reich, pour des raisons politiques et ou idéologiques. Résister à la déportation répond donc à la nécessité de sauver des vies, mais c'est aussi un moyen de s'opposer au projet nazi. Cet acte risqué peut prendre plusieurs visages. Ainsi, des figures comme Marie-Thérèse de Calvez, membre du réseau d'évasion Shelburne, Lucie Aubrac, résistante à l'occupation allemande en France occupée qui organisa l'évasion de son mari dans des conditions rocambolesques, ou bien encore Alma Rosé, qui tenta de sauver le plus de vies humaines possible en tant que chef d'orchestre à Auschwitz, sont autant de personnes qui ont tenté de s'opposer à la barbarie nazie. Les résistances en déportation se réalisent par la création et la mise en œuvre d'organisations et d'actions collectives, et elles désignent aussi des attitudes plus individuelles ou des faits plus isolés de sauvetage, d'évasion et de révolte, y compris dans les centres de mise à mort. Résister peut donc suivre des modèles très différents, mais tous ont comme point commun de refuser et de s'opposer, par un acte individuel ou collectif, au processus de destruction physique ou morale mis en œuvre par les nazis.